Bonjour. Alors, comme vous avez passé un après-midi assez chargé, on va aller dans le plus léger. À cette heure-ci, j'ai choisi de rester dans l'opérationnel. Alors, je suis associée en taxe de vente je pratique en taxe de vente depuis une trentaine d'années. Alors, je ne le répéterai pas. On arrive à un moment donné où on essaye de sauter les années pour pas le mentionner. Alors, bonjour tout le monde. Alors, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui rapidement du Nexus. On ne va pas reprendre toutes les règles au niveau du Nexus économique, Nexus physique, au niveau de l'assujettissement aux taxes de vente américaines. Par contre, je voulais vous soulever certains éléments extrêmement intéressants. Également, je voulais surligner en bold et en couleur les sujets sensibles au niveau des vérifications fiscales en matière de taxes de vente américaines et adresser quelques mots, mais vraiment à très haut niveau, au niveau des softwares. Donc, ce qui est important de noter, c'est qu'au niveau des taxes de vente américaines, c'est une taxe locale. Évidemment, chaque juridiction a ses propres règles et ça se décline en plein de particularités. Donc, il faut être extrêmement prudent. Avec l'implantation des règles de nexus économique, même si on n'a pas de présence physique au niveau des États-Unis, on peut avoir des obligations au niveau de la perception des taxes et de l'inscription, même si on n'a aucune présence, simplement par le fait d'avoir une présence économique, soit un volume de vente important en dollars ou en nombre de transactions. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au niveau du nexus économique, la règle de base, la règle du pouce, c'est évidemment de dépasser, lorsqu'on dépasse 100 000 de transactions dans l'année civile en cours ou l'année précédente, ou parfois un seuil de 200 transactions dans la même période, on a dépassé le seuil de nexus économique et on pourrait être tenu de s'inscrire et percevoir les taxes de vente américaines. Donc, ça, c'est la règle du pouce. J'aime bien dire à mes clients, bien, gardez ça dans gérez vos ventes, suivez vos ventes par État en nombre et en dollars, et on va se parler lorsque vous approcherez du seuil de nexus économique. Évidemment, ceci dit, mis à côté les questions de présence physique, évidemment. Donc, une fois qu'on a pris cette règle-là, il faut s'assurer dans chaque État de voir si effectivement on dépasse les règles de nexus économique, parce que là, ça se décline, comme je vous le mentionnais, en plein de nuances de gris. Donc, quelques exemples. On parle généralement du seuil de 100 000, mais il y a des États qui ont mis un seuil plus élevé, dont notamment New York, le Texas, la Californie, qui ont un seuil de 500 000 le Missouri, l'Alabama ont un seuil de 250 000. Et New York et Connecticut, au lieu d'avoir un « ou » en termes de nombre de transactions et de dollars, de volume de dollars de vente, on a mis un « et ». Donc, c'est pour vous donner un exemple que les règles peuvent être vraiment différentes d'un État à l'autre. Également, en plus de ces petites particularités-là, on peut exclure dans certains cas certains types de ventes. Donc, il y a certains États qui, dans leur calcul du seuil de nexus économique, vont exclure les ventes pour revente. Il y en a qui vont inclure toutes les ventes dans l'État, quelles qu'elles soient. Il y en a qui vont exclure les ventes pour revente, mais qui vont garder les ventes qui pourraient être exemptées pour d'autres raisons. Donc, c'est pour cette raison-là. Également, les services. Les services peuvent être inclus dans certains cas, peuvent être exclus dans d'autres cas. Il y a finalement la question des intermédiaires, des places de marché. Donc, certains États vont exclure les ventes via des places de marché, d'autres vont les inclure. Donc, c'est vraiment très particulier. Très particulier. Donc, suivons la règle du 100 000 200 transactions. Et lorsqu'on s'approche de ce nexus-là, bien, la morale de l'histoire, c'est d'aller voir un petit peu plus en détail qu'est-ce qui se passe puis quelles sont nos obligations là-bas. D'autres exemples de particularités en termes de période. Je vous mentionnais qu'en général, on parle de l'exercice l'année civile. Donc, il y a certains États, dont certains sont mentionnés ici, qui ont une autre période de référence. Donc, le Connecticut, intéressant, on parle de l'exercice du 12 mois précédent qui se termine le 30 septembre. Donc, techniquement, il faudrait sortir nos ventes du 1er octobre au 30 septembre pour regarder si on dépasse le seuil de nexus économique dans les cas du Connecticut. En Illinois, à New York, c'est un examen trimestriel.
Donc, à chaque trimestre, on devrait faire l'exercice et vérifier pour les 12 mois précédents. Ça ressemble au test qu'on a en matière de TPS-TVQ pour les petits fournisseurs. Vous êtes loin de là, je le sais, mais c'est vraiment sur une base trimestrielle et on pourrait devenir tenu d'être inscrit au premier jour du trimestre suivant. Michigan, c'est l'année civile précédente et non pas, et on exclut l'année en cours. Donc, au Michigan, on est bon pour toute une année. Alors, on regarde les données de l'année dernière et on va avoir un break, je vous dirais, pour l'année entière qui suit. Les derniers États qui sont mentionnés, c'est l'exercice de 12 mois précédents. Donc, c'est important de le noter. Évidemment, encore une fois, je ne saurais trop vous répéter, suivez vos ventes par État et lorsqu'on s'approche du seuil, la règle du pouce du 100 000, allez voir en détail si vous avez des obligations. C'est important de le faire parce que si on est en défaut de produire, on était tenu de s'inscrire et on est en défaut de produire et même si c'était des déclarations à zéro, il n'y a pas de prescription qui s'applique. Donc, les périodes restent ouvertes à vérification malgré que la période de 3 ans ou 4 ans soit passée. Donc, c'est extrêmement important de se conformer, ne serait-ce que pour cette raison-là, pour ne pas laisser des périodes ouvertes à cotisation au cas où on échapperait quelque chose. Sujet sensible lors d'une vérification en matière de taxes de vente américaine. J'ai parlé à des collègues récemment et on m'a dit, le sujet chaud maintenant au niveau des taxes de vente américaines, c'est les certificats d'exemption. Et plus je parlais à la personne qui avait un peu d'expérience en taxes de vente canadienne, et vous avez forcément un peu d'expérience en taxes de vente canadienne, ne serait-ce pour en avoir entendu parler, je comparais le degré de détail demandé dans les certificats d'exemption par les autorités fiscales au degré de détail que nos vérificateurs en TPS, TVQ apportent à la vérification de la documentation pour la réclamation des CTI. Donc, les certificats d'exemption doivent être bien complétés avec le bon nom de vendeur, avec le bon nom d'acquéreur. Les dates doivent être conformes. Donc, c'est important que le certificat soit vraiment complété en bonne et due forme avec les bonnes parties impliquées. Les certificats d'exemption, bien, évidemment, ils doivent être obtenus de bonne foi également. Point important, ils doivent être obtenus lors de la vente ou de façon régulièrement ou en général dans les 90 jours suivant la vente. Ce n'est pas tous les États qui vont accepter qu'on obtienne un certificat d'exemption après le fait. Donc, évidemment, lors d'une vérification, ça peut être discutable. Lors d'une divulgation volontaire, ça peut être discutable également parce qu'on arrive de bonne foi. Par contre, lors d'une vérification, ce n'est vraiment pas certain que ceci serait accepté. Donc, c'est important de garder en tête, d'avoir des logiciels pour le gérer, de s'assurer qu'on les obtient en bonne et due forme. Si on a des certificats, des blankets qu'on appelle, donc qui couvrent une certaine période, s'assurer que ces certificats-là soient renouvelés à la période adéquate. Donc, l'élément suivant, c'est la période de validité. Donc, les périodes de validité des certificats vont varier d'un État à l'autre également. Donc, certains États vont dire que c'est indéfini dans la mesure où vous n'avez pas une période de plus de 12 mois sans transaction avec le même fournisseur. D'autres vont dire non, ils doivent être renouvelés annuellement ou ils doivent être renouvelés aux 3 ans. Donc, il faut mettre en place des processus, non pas seulement l'obtenir au moment de l'ouverture d'un compte client, mais également mettre en place des processus pour s'assurer que ces différentes périodes-là d'échéance soient gérées. Parce que ça n'arrive pas tout en même temps. Évidemment, ça dépend de la date d'ouverture de la relation avec ce client-là et les dates d'échéance varient également. Donc, ça peut prendre jusqu'à des logiciels qui existent pour aider à gérer le processus d'obtention, de maintien de la documentation, notamment des certificats d'exemption. Certains États vont aller au-delà de simplement exiger que le certificat soit dûment complété. En effet, certains États vont indiquer aux vendeurs, toi, vendeur, qui a une présence chez moi, qui au niveau économique, vient faire des activités chez moi, tu as la responsabilité de t'assurer que l'exemption qu'on demande est réellement applicable en fonction de la nature de ce que tu vends. Tu viens faire des affaires chez nous, alors la moindre des choses, c'est que tu t'informes des règles applicables en fonction de ta business, des biens et des services que tu fournis dans cet État-là. Donc,
encore une fois, on ne peut pas juste s'en laver les mains. Oui, il y a certains États, notamment les États qui sont membres du Streamline Sales and Use Tax Agreement, qui vont accepter sur la bonne foi d'un certificat dûment complété de relever le vendeur de toute sa responsabilité fiscale. Par contre, gardez en tête qu'il y en a d'autres que vous avez l'obligation en tant que vendeur de vous assurer que l'exemption s'applique. Évidemment, dans un cas comme ça, c'est en fonction de la nature de vos produits. Si l'exemption dépend de l'usage que votre client fait de votre produit, bien évidemment, c'est une autre chose. À ce moment-là, seul votre client est en mesure de témoigner de l'usage qu'il fera du bien ou du service que vous lui avez vendu. Donc, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, les exemptions, notamment les exemptions pour revente, les certificats doivent être complétés, conservés et maintenus. Ce qui est aussi important de noter qu'il y a plusieurs types de certificats. En général, chaque État a son propre formulaire qu'on peut trouver sur le site du gouvernement local. Par contre, il y a aussi des formulaires uniformes qui s'appliquent, notamment celui de la Streamline Sales and Use Tax Agreement, qui est un formulaire en blanc qui couvre tous les États. Et on va indiquer les informations requises en fonction de l'exemption spécifiquement dans un État. Le danger de ce formulaire-là, c'est qu'il pourrait ne pas être accepté dans certains États, notamment dans l'État de New York, qui n'accepte pas ce formulaire-là. Et l'autre élément, c'est que malgré qu'on ait un formulaire uniforme, les règles ne sont pas les mêmes dans tous les États. Alors, l'exemple que je vous donnerai, c'est dans le cas de livraison directe. Par exemple, je vends à un client à New York, mais je livre les biens au New Jersey. Alors, c'est le certificat d'exemption du New Jersey que je devrais obtenir et il est possible que le New Jersey exige que le client soit inscrit aux taxes de vente du New Jersey pour me fournir un certificat d'exemption valable. Donc, dans un cas comme ça, il faut faire extrêmement attention quand on utilise le Uniform Sales Tax Exemption Certificate parce que ces éléments-là, il faut les prendre en ligne de compte parce que les règles peuvent varier d'un État à l'autre. Également, il y a aussi le Uniform Sales and Use Tax Certificate Form qui est reconnu par plusieurs États également. Mais encore une fois, je vous ferai le même commentaire, à savoir que ces règles-là, ces exemptions-là doivent s'appliquer dans l'État et pour être complété, il doit être complété en fonction des règles spécifiques de l'État où vous avez le marché, où vous faites la vente, qui est en général l'endroit où les biens sont livrés. Un autre élément important, c'est que les exemptions ont des limites. Évidemment, l'exemption ne s'applique qu'à ce qui est spécifiquement mentionné comme étant exempté dans la réglementation. Si on parle d'une vente de biens meubles corporels, à la base, elle est taxable, sauf si c'est pour revente. Alors, il faut rentrer spécifiquement dans l'exemption. Et ces exemptions-là vont varier d'un État à l'autre. C'est facile de dire qu'il y a des exemptions dans le domaine manufacturier. Il peut y avoir des écarts. Il peut y avoir des écarts, il peut y avoir des exemptions pour les équipements manufacturiers, il peut y avoir des exemptions pour ce qui est consommé dans le cadre du processus manufacturier, il peut y avoir des exemptions également pour les biens qui sont transformés en d'autres biens qui vont être revendus. Donc, c'est important d'aller voir dans chaque État quelle est la teneur de l'exemption. On a fait du travail au cours des derniers mois dans certains États et on a constaté que, je vous donnerai un exemple, au niveau justement de l'exemption pour matériel manufacturier, donc les équipements manufacturiers, et on a constaté que dans un État, l'exemption ne s'appliquait qu'aux équipements utilisés directement et principalement dans le cadre du processus manufacturier, mais ce que ça excluait, les équipements qui sont utilisés pour transporter les biens qui sont dans le processus de transformation d'une machine à l'autre. Donc, c'est vraiment important dans un État où on doit s'assurer de la validité de l'exemption comme fournisseur, de s'assurer qu'on peut réellement bénéficier de cette exemption-là pour chacun des types de fournitures qu'on fait, parce qu'on ne peut pas tout simplement prendre pour acquis que l'exemption de manufacturier s'applique de façon extrêmement large et générale. D'autres particularités, c'est à quel moment débute le processus de
processus manufacturier. À quel moment celui-ci se termine-t-il? Est-ce que la R&D en fait partie? Est-ce que l'emballage en fait partie? Est-ce que l'antipollution en fait partie? Etc., etc., etc. Donc, ces règles-là vont varier d'un État à l'autre. Alors, quand on est dans un État où on a l'obligation de s'assurer que l'exemption est valide, c'est important de faire l'analyse en fonction de ses propres ventes. Un autre point aussi à noter au niveau des exemptions, c'est que évidemment, il y a certains types de clients qui vont être exemptés aux États-Unis, le tout étant variable, encore une fois, d'un État à l'autre, mais généralement, les gouvernements ou les municipalités vont être exemptés. Dans certains cas, ces exemptions-là du gouvernement peuvent être passées à un contracteur qui engage quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas partout. Alors, il faut faire l'analyse. Dans le cas où dans la chaîne de transaction, il y a une personne exemptée d'impliquer, est-ce que tous les fournisseurs, dans le cadre de la chaîne de transaction, peuvent bénéficier de cette même exemption-là? Donc, ça fait partie des éléments qui peuvent varier d'un État à l'autre et qu'il est important de regarder quand on parle d'exemption. Parlant d'exemption manufacturier, un autre élément qui est important de garder en tête, c'est que parfois l'exemption est partielle. Donc, il y a beaucoup d'États qui vont exempter au niveau de la taxe de vente de l'État, mais qui n'exempteront pas au niveau de la taxe locale. Donc, rappelons-nous, au niveau des taxes de vente américaines, il y a plusieurs taux. Il y a le taux applicable dans l'État et il va y avoir un taux souvent pour le comté, pour la ville, pour la société de transit, etc., etc. Donc, dans certains États, les exemptions manufacturières s'appliquent uniquement à la taxe de vente de l'État, mais ne s'appliqueront pas aux taxes locales. Donc, on va avoir un taux réduit pour le matériel vendu dans le cadre de l'exemption manufacturier. On devra obtenir le certificat d'exemption et taxer seulement pour le taux réduit. Un autre exemple intéressant, c'est les exemptions agricoles. Alors, encore une fois, on va généralement prendre le critère de biens qui sont achetés dans le but de produire directement et exclusivement des produits agricoles. Donc, jusqu'à quel point des biens sont utilisés afin directement de produire des biens agricoles? Bien, j'ai vu une lettre d'interprétation où on avait qualifié deux types de transactions, donc des drones. Évidemment, on est de plus en plus technologique au niveau de l'agriculture. Alors, il y avait des drones qui étaient utilisés pour l'arpentage des terres agricoles et il y avait des drones qui étaient utilisés pour l'épandage de produits d'engrais ou de pesticides. Alors, dans cette interprétation-là, je ne me rappelle pas de quel État on parlait, mais dans cette interprétation-là, on a spécifiquement mentionné que les drones utilisés pour l'épandage étaient exemptés, mais que les drones utilisés pour arpenter les terres agricoles et contrôler l'espace, ceux-ci n'étaient pas considérés utilisés principalement pour produire des biens de l'agriculture. Donc, c'est un autre exemple comment on peut voir la particularité, puis en fonction de qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on fournit, pour déterminer si effectivement la transaction peut être exemptée ou pas. La difficulté avec les taxes de vente, comme en taxes de vente canadiennes, c'est que les administrateurs et les officiers sont responsables des taxes de vente. Donc, c'est extrêmement important de s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art parce qu'en cas de défaut, dans certains cas, les autorités fiscales pourraient se retourner contre les officiers, les administrateurs. Donc, comme les retenues à la source, les déductions à la source, aux fins des taxes de vente américaines, c'est un sujet extrêmement sensible. On agit comme mandataire de la couronne ou de l'État, du gouvernement pour la perception des taxes de vente dans la plupart des cas. Donc, on a une responsabilité à cet égard-là. Donc, en termes de contrôle, de processus interne, c'est extrêmement important de le faire de façon diligente pour être capable d'en faire la preuve, la démonstration. À l'impossible, nul n'est tenu, mais au moins être capable de faire la démonstration qu'on a fait nos devoirs et qu'on a agi en toute connaissance de cause et même qu'on a géré nos risques en connaissance de cause. Quelques mots très, très rapides concernant les logiciels. Donc, les logiciels, je n'irai pas en détail comme on l'a fait tout à l'heure quand on parlait de la R&D. Évidemment, les définitions qui ont été données tout à l'heure sont différentes. Évidemment, en taxe de vente, on n'a pas exactement les mêmes règles. Les règles vont varier vraiment d'un État à l'autre au niveau des softwares. La règle du pouce, je vous dirais, évidemment, les softwares
génériques sont taxables presque dans tous les États. Les SaaS, les logiciels as a service et les logiciels qui sont vendus via le cloud, c'est un petit peu différent. Ça peut varier d'un État à l'autre. Ça peut varier selon la durée de la licence. Est-ce que c'est permanent? Est-ce que c'est pas permanent? Et tous les services connexes, installation, configuration, services d'aide et soutien, ce sont tous des services qui peuvent avoir des statuts différents. Donc, lorsqu'on est dans le domaine de la technologie, c'est extrêmement important de faire l'analyse correctement dans chacun des États pour voir sur quoi on taxe. Et j'irais même un point plus loin. Même si notre activité n'est pas de vendre des logiciels, si on a des activités aux États-Unis et qu'on utilise des logiciels, ça peut être important de faire une revue des logiciels qu'on utilise et de quelles taxes on a payé sur ceux-ci. Parce que si on a des logiciels taxables, on peut être tenu de payer et qu'on n'a pas payé la taxe à nos fournisseurs, on peut être tenu de payer la use tax, nous-mêmes s'auto-cotiser sur la portion taxable du logiciel qu'on utilise dans un État. On peut également, évidemment, être tenu de payer la taxe uniquement sur la portion d'un logiciel qu'on utilise dans un État donné. Donc, si on s'est fait facturer la taxe sur la totalité du prix d'achat de nos logiciels à New York, alors qu'on l'utilise dans 25 États, il y a peut-être lieu de faire une demande de remboursement pour s'assurer de payer notre juste part de taxes dans l'État de New York. Je vous parlais des services de configuration, installation, soutien. Souvent, un des points importants à garder en tête, c'est est-ce que ces services-là sont fournis en même temps que la fourniture d'un logiciel? Bien souvent, si on parle de fourniture, j'aime bien dire de services intellectuels, donc de temps, et qu'il n'y a pas de logiciel fourni en même temps, souvent, on va être capable de les exempter. Donc, les exemptions qui pourraient s'appliquer au logiciel, quelques-unes, bien, il y a évidemment l'exemption pour revente. Il y a aussi des exemptions pour le matériel de fabrication, les équipements manufacturiers. Donc, dans certains cas, les équipements de contrôle des équipements manufacturiers peuvent être couverts par l'exemption manufacturière. Je vous parlais de l'exemption dans le cas de l'utilisation d'un logiciel dans plusieurs États. Donc, assurons-nous de payer notre juste part, mais pas plus. Dans certains États, il y a des exemptions au niveau des logiciels utilisés dans le cadre des activités commerciales de l'entreprise. Il y a des logiciels, il y a des exemptions lorsqu'on parle de CRM ou autres, donc il faut faire attention. Donc, ce sont tous des types d'exemptions qui pourraient s'appliquer dans certaines juridictions particulières en lien avec les softwares. Donc, à titre de conclusion, parce qu'on s'approche de l'heure du cocktail, mais je vais te laisser finir avec le cocktail, je n'ai pas le droit d'en parler. Alors, la conclusion, 3 points essentiels au niveau des taxes de vente des États-Unis. C'est complexe, il y a plusieurs taux, il y a plusieurs marchés avec des règles différentes. Suivons nos ventes. Lorsqu'on approche du seuil de 200 transactions ou 100 000 $ de vente dans un État, il faut s'assurer de faire le suivi pour voir quelles sont nos responsabilités dans cet État-là. Est-ce que je suis tenu de m'inscrire ou pas? Est-ce que mes biens et services, les fournitures que je fais sont taxables ou pas? Et peut-être que j'aurai l'obligation de m'inscrire sans avoir à percevoir de taxes, mais au moins, si je me conforme, je vais pouvoir faire passer la prescription et j'aurai des années derrière moi qui vont pouvoir prescrire au fur et à mesure. Le deuxième élément, c'est les certificats d'exemption. S'assurer de ne pas juste prendre ça ou n'importe quel formulaire qu'on nous donne, s'assurer que le formulaire est dûment complété, s'assurer qu'on a les processus pour mettre à jour ces formulaires-là, parce que croyez-moi, si les vérificateurs sont aussi difficiles que nos vérificateurs en matière de TPS, TVQ pour la documentation, on va avoir des surprises tout à l'heure. Et finalement, si vous faites affaire avec des fournisseurs de logiciels ou si vous fournissez des logiciels, c'est vraiment important de faire une analyse État par État parce que les règles sont extrêmement variables. Donc, je vous remercie. Je vous avais dit que je gardais ça opérationnel. Alors, Pierre, veux-tu parler du cocktail? Oui, oui. Merci Maryse, très avec intéressant plaisir. comme toujours.